Migration, mobilité, famille, fécondité, pratiques linguistiques, énormément de sujets au programme ce matin. Nous parlons de cette enquête MFV2 pour migration, famille et vieillissement en Guyane, réalisée par l'INED et l'INSEE. MFV2 car une enquête similaire avait été faite en 2009-2010. Quelle dynamique, quels changements donc sont à noter entre la Guyane d'aujourd'hui et celle d'il y a 10 ans. Pour le savoir et disposer d'un aperçu le plus précis possible, plus de 2700 personnes ont répondu à un questionnaire et cela donne beaucoup de données, de chiffres et de pourcentages qu'on va essayer d'analyser ce matin avec notre invité Claude Valentin-Marie. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Vous en faites pas, ça arrive à tout le monde que la voix soit un peu enrouillée de bon matin. Bonjour à tout le monde, bonjour la Guyane, très heureux d'être avec vous. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc sociologue, démographe et conseiller outre-mer à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. On pourra pas parler tout ce matin parce que cette enquête elle est particulièrement riche et elle touche à beaucoup de domaines. On va prendre les choses dans l'ordre, Claude Valentin-Marie. Pourquoi ces trois grandes thématiques-là, migration, famille et vieillissement, pour commencer? Premièrement, parce que ce sont trois réalités qui structurent à la fois nos vies quotidiennes et les modalités d'évolution de nos sociétés. Qui rentre, qui part, qui vieillit, en quelle proportion? Est-ce que nos sociétés vieillissent toutes de la même manière? Deuxièmement, parmi les gens qui partent, qui revient? Migration. Parmi les gens qui arrivent, d'où viennent-ils? Parmi ceux qui sont arrivés, restent-ils? Parmi ceux qui sont partis, reviennent-ils? Vous voyez, juste ces questions, selon que je sois en Guyane ou que je sois en Martinique, je n'ai absolument pas les mêmes préoccupations, les mêmes incertitudes, les mêmes conséquences de l'ensemble de ces éléments qui s'articulent entre eux. Je veux dire par là que si pour la famille, on a une représentation de la famille, qui est la famille avec beaucoup d'enfants, avec une situation de vie familiale très fermée sur un ensemble de gens qui sont en relation permanente avec eux, entre eux. Selon cette réalité qui était celle des Antilles il y a, mettons, une quarantaine d'années, et la situation des familles aujourd'hui, avec l'effet de l'émigration, oui, on est dans une autre structure familiale. Vous voyez donc que ce que je veux dire, c'est que ces trois éléments que je vous ai évoqués, en fait, non seulement ils ont leur existence propre, mais ils s'articulent entre eux. Ils se surdéterminent entre eux. Prenons un exemple très concret. Pourquoi nous avons pris des échantillons extrêmement importants? Et le nombre de personnes que vous avez indiqué. Oui, 2700 personnes en Guyane, et vous m'expliquiez avant d'entrer en studio qu'à la base, il aurait dû en avoir 4000, mais à cause du Covid, petite réduction. Absolument. Mais ce n'est pas 2700 personnes seulement. Oui. Parce qu'en fait, chaque fois que j'interroge, imaginez que je vienne chez vous, que vous ayez été choisi pour répondre à notre enquête. Je vais vous interroger sur votre parcours de vie. Je dis bien votre parcours de vie et pas simplement la situation à l'instant actuel. Mais je vais vous interroger aussi sur vos parents. Et je vais évidemment vous interroger sur vos enfants. Et en vous disant cela, vous voyez que je vous situe en tant qu'individu comme représentatif d'un groupe de population. Et je vous situe aussi dans une trajectoire à la fois familiale, sociale, et qui va nous dire des choses sur le type de population que nous avons à connaître. Ça a dû être un travail quand même assez énorme de sortir à partir de tous ces questionnaires, voilà les tendances, toutes ces tendances-là, et de les comparer ensuite à l'Hexagone et aux autres territoires d'outre-mer, et même à la Guyane d'il y a 10 ans, parce que c'est ça l'objectif finalement, qu'on ait une idée des grandes dynamiques de la population guyanaise. La première chose qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est une enquête qui est spécifique au Drôme. Oui. Il n'y a aucun département métropolitain qui est l'équivalent. Pourquoi? Parce que justement, tous les indicateurs dont nous disposions ne permettaient pas de rentrer dans cette analyse dynamique et vivante de l'évolution de nos sociétés. Donc, effectivement, nous avons là un choix qui fait que nous essayons de savoir comment les choses se structurent. En gros, elles sont le résultat d'un passé et elles nous annoncent l'avenir. En ce sens, l'enquête déjà de 2010 avait une vision prospective. Et ce que nous disait déjà l'enquête de 2010 alors je vais parler simplement de la Guyane, mais je pourrais dire autant sur les autres départements, c'est qu'elle a marqué cette fois déjà de 2010 la spécificité guyanaise. La spécificité guyanaise qui signifie que à l'encontre de la représentation que l'on a très souvent du côté de l'Hexagone, des Drômes, comme une sorte d'entité commune, oui, pour lesquelles on décide d'orientation générale commune.
pour lesquelles on décide de spécificités particulières relativement à l'Hexagone, il faut penser les spécificités de chacune d'entre elles, de ces régions, et l'aménagement spécifique de chacune d'entre elles pour le bien-être des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous paraissait nécessaire de créer un instrument qui nous permette de connaître la spécificité de chaque territoire, de manière à ce que cette production de connaissances nouvelles, inédites, soit l'instrument au service des politiques publiques pour permettre de répondre aux besoins des différentes populations dans leur spécificité. Oui, savoir quels sont les points communs, savoir aussi quelles sont les différences, parce qu'il y a des points communs, évidemment. Absolument. Oui. Les points communs, c'est qu'effectivement, toutes ces sociétés connaissent des migrations. Toutes ces sociétés connaissent des naissances. Oui. Mais le point commun, c'est de savoir quelle migration. Alors là, pour le contraste simplement Guyane-Antilles, nous sommes dans un rapport inversé. Le problème et les enjeux politiques qui y a aux Antilles aujourd'hui, avec le dépeuplement à l'inverse de la Guyane, qui est dans une situation d'accélération de son peuplement, ou même de ralentissement, mais qui continue à s'accélérer, on a une situation en Guyane où, quand on parle des migrations, on pense surtout aux arrivées de populations nouvelles. Moins au départ. Moins au départ. Mais c'est une réalité. Oui. Okay, mais à l'inverse, quand on discute migration aux Antilles, on pense essentiellement au départ de population. Quand je dis ça, j'ai un effet quantitatif. Est-ce que j'ai plus ou moins de personnes qu'auparavant? Mais dans la situation particulière de la Guyane, j'ai un effet qualitatif. C'est-à-dire, non seulement j'ai une croissance de la population à raison des arrivées, mais comme les arrivées en Guyane sont des arrivées qui peuvent venir de multiples régions, on pourra voir lesquelles tout à l'heure, ça a un effet majeur qu'on ne retrouve pas aux Antilles, qu'on ne retrouve pas à La Réunion. Je laisse Mayotte de côté parce que c'est encore un cas particulier. C'est cet effet d'une recomposition permanente de la population. Et ça, c'est un élément très spécifique à la Guyane et que l'enquête permet de saisir. On reviendra évidemment dans quelques minutes. Claude Valentin-Marie, excusez-moi, moi aussi j'ai la voix qui flanche un petit peu ce matin. Vous l'avez déjà expliqué, donc il y a eu cette enquête préalable qui date d'il y a 10 ans. Il fallait attendre au moins 10 ans, enfin en tout cas une période assez longue pour que les chiffres disent quelque chose et montrent que la société guyanaise évolue. Alors parfois beaucoup de changements sur certains sujets et on le verra, et sur d'autres un petit peu moins. 10 ans, c'était le minimum finalement. Oui, compte tenu du volume des éléments, compte tenu du coût de ces travaux, oui. Compte tenu de l'investissement, 10 ans c'est une bonne période, une bonne périodisation. Ce que l'enquête de 2020, et vous me posiez la question tout à l'heure, va nous révéler, c'est qu'on n'a pas de changement radical par rapport à ce que l'enquête précédente nous avait dit. Ce qui signifie, ça c'est très important, c'est que d'une certaine manière, l'enquête de 2010 était prédictive de la situation d'aujourd'hui. Je le précise à tout le monde, votre enquête elle est en accès libre et gratuit, il suffit de taper MFV2 Guyane et on la trouve assez rapidement sur internet. On va rentrer dans le détail, Claude Valentin-Marie, mais d'abord l'enseignement principal, j'ai envie de dire à vos yeux, le changement le plus notable peut-être entre la première édition de l'enquête et celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un point, un chiffre que vous avez particulièrement envie de mettre en avant et qui vous a peut-être étonné quand vous l'avez découvert? Non, il n'y a pas par rapport, on a des tendances lourdes, si vous voulez, qui sont là-dessus. Et ce qu'on constate et que se confirme, c'est que en Guyane, l'effet de l'immigration, l'arrivée des populations est un effet majeur, à ce point, et ça c'est une confirmation importante, que les personnes natives de Guyane demeurent minoritaires dans la population guyanaise. Oui. Je précise, parce que c'est important pour vos auditeurs, que nous n'avons travaillé que sur la Guyane routière, c'est que nous n'avons pas du tout enquêté sur les populations dites de l'intérieur. Je n'entrerai pas dans le détail, si vous le souhaitez, on en parlera, mais c'est la Guyane routière dont on parle. En effet, 40% des personnes, des adultes de 18 à 79 ans qui vivent en Guyane sont des natifs de Guyane. C'est 78% dans les autres DOM. Oui, là pour le coup, il y a une grande différence entre la Guyane et les autres DOM. Si vous voulez. Et cette proportion de 40%, vous me demandiez comment ça va évoluer, on était à 38% en 2010. Oui, ça veut dire que ça évolue quasiment pas finalement, en disant proportionnellement. Proportionnellement, oui. ça évolue parce que quantitativement on a plus de monde, mais proportionnellement ça n'évolue pas de manière importante. Alors, ce qui est important, c'est que là, on voit aussi, quand je dis ça, pourquoi viennent-ils ? Alors, selon les populations considérées, les raisons de l'installation, et par suite de ces raisons d'installation, la durée d'installation, et par suite de la durée d'installation, les conditions d'installation,
et par suite de l'origine des personnes, la justification de leur installation. Concrètement, sont-ils, lorsqu'ils sont étrangers, en situation régulière ou en situation irrégulière? Vous voyez donc que juste sur ce point de l'installation des populations, j'ai cité 3 types de parcours possibles. Est-ce que ces parcours-là, finalement, ils ont évolué depuis ces 10 dernières années? Non, globalement, on est dans la même dynamique. Globalement, on est dans la même dynamique. Ce qu'on peut voir, si vous voulez, c'est que la représentation que l'on a selon d'où on vient n'est pas la même. Globalement, toutes les populations natives de l'étranger qui viennent en Guyane sont dans une perspective d'installation définitive. Alors que les populations natives de métropole qui s'installent en Guyane ont plutôt une vision de court terme en fonction de contrats qu'ils ont, etc. Donc on a d'un côté, en gros, on pourrait dire des immigrations, l'une qui sont plus strictement des immigrations de travail, c'est-à-dire on vient pour un contrat donné, pour un temps donné, éventuellement on pourra s'installer, on verra, mais on n'est pas dans la perspective de la deuxième qualité, ce qu'on appelle nous une immigration de peuplement, c'est-à-dire en fait des gens qui quittent pour des raisons qui sont d'ailleurs différentes. Il y a des raisons qui sont la recherche d'emploi, mais beaucoup aussi, c'est quelquefois la sécurité du pays d'origine. Oui, vous parlez notamment du cas d'Haïti, le cas d'Haïti, évidemment. Par exemple, le cas du Suriname aussi a joué. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais si on refaisait l'histoire de l'arrivée des Surinamiens, on aurait vu que ça soit en fonction de la guerre civile au Suriname. Vous voyez donc qu'une multiplicité de facteurs s'organisent qui déterminent les types de populations qui viennent, l'origine initiale de ces populations, et le devenir de ces populations dans la société guyanaise. Donc, on est dans des migrations de travail qui peuvent devenir des immigrations de peuplement, ou dans des immigrations de réfugiés politiques qui deviennent des immigrations de peuplement. Et donc, vous voyez la diversité, c'est ça que l'enquête permet de voir, c'est cette diversité de situations et donc les parcours qui suivent cette diversité et éventuellement les besoins qui accompagnent cette diversité. Oui, et qui changent beaucoup finalement entre les pays d'origine en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire, Claude Valentin-Marie, justement sur ce sujet-là de la mixité de la population guyanaise entre la population d'un côté que vous appelez native et de l'autre la population des personnes qui sont nées à l'étranger? La population native, d'abord, c'est que deuxièmement, si j'ai été clair, étant donné l'incidence importante de l'immigration, c'est qu'en fait, une part grandissante des natifs de Guyane n'ont aucun parent qui est né en Guyane. Ça veut dire que ces populations d'immigration nées à l'extérieur, quelquefois et souvent de nationalité étrangère, ils déclarent, l'enquête est faite de telle manière, je remercie, et je profite de ça pour remercier les enquêteurs de l'INSEE, puisque c'est eux qui font la collecte de l'information, ils ont fait un travail fantastique. Oui, c'est un travail complémentaire entre vous, INED, et l'INSEE d'un autre côté. Mais ce qu'il faut comprendre, je vous donne un exemple très concret, c'est qu'il faut que ces enquêteurs aient une sensibilité et une manière d'aborder les populations pour que, lorsque nous rentrons dans des questions très intimes, voire très difficiles, l'interlocuteur ait envie de répondre. Je vous donne un exemple très concret. Allez-y. La part des étrangers qui sont en Guyane, une grande partie d'entre eux sont sans titre de travail. Nous posons la question aux personnes de savoir s'ils ont ou non un titre de séjour. Et la qualité de l'enquête, c'est qu'un grand nombre, la quasi-totalité d'entre eux, ont répondu qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas un titre de séjour. Ce point d'avoir ou de n'avoir pas un titre de séjour crée une dynamique d'insertion particulière. Donc, ce que vous me demandiez tout à l'heure sur la composition de la population, donc on a une composition qui est liée à l'arrivée des populations qui donne une part très importante aux immigrants. Parmi les immigrants, principalement des immigrants nés à l'étranger, principalement eux-mêmes étrangers. Et deuxièmement, ces populations qui s'installent, elles ont des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la part des enfants des natifs, donc des gens qui sont nés en Guyane, dont aucun parent n'est né en Guyane, est une part grandissante. Justement, puisque vous parlez d'enfants et des enfants, Claude Valentin-Marie, qu'est-ce qu'on peut dire de la fécondité? Elle reste très élevée en Guyane, ça pour le coup c'est pas quelque chose qu'on apprend, on le dit depuis maintenant de longues années ici sur le territoire, mais il y a de grosses différences selon l'origine des femmes, si elles sont nées en Guyane ou à l'étranger. Là, on observe vraiment des situations qui sont différentes. Tout à fait. Alors, l'enquête, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est d'abord ça. C'est-à-dire que si vous faites une première photographie, mais ça, pratiquement, on n'a pas besoin de l'enquête pour le faire. L'état civil de l'INSEE en rend compte. Et c'est là que vous voyez la complémentarité. C'est que nous savons, donc nous pouvons vérifier que les résultats que nous obtenons dans notre enquête est conforme à ce qu'on a dans l'état civil. Oui. C'est le point. Mais ce que l'enquête apporte de plus, c'est les trajectoires, toujours. Okay. Et effectivement, on s'aperçoit que, pour l'essentiel, la natalité est le résultat
marquées par l'immigration, donc les femmes étrangères. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que, d'une certaine manière, elles ont en moyenne plus d'enfants, c'est ce qu'on voit là-dessus dans l'état civil, que les natives de Guyane, voire les natives françaises de Guyane. Mais l'enquête permet de regarder, mais qui sont ces femmes? Quels étaient leurs parcours? Quelle était leur scolarité? Quelle est leur situation aujourd'hui? On s'aperçoit qu'au-delà du fait d'être étranger, c'est le faible niveau d'études qui explique l'importance de la natalité. Et donc, ça veut dire là, quand on dit ça, que ce n'est pas une sorte de situation naturelle qui resterait figée. Ça veut dire qu'il y a là quelque chose sur lequel on peut agir, qui est celui de savoir une régulation éventuelle des naissances, mais qui partirait également d'une amélioration des conditions sociales des femmes considérées. Et pour que la condition sociale des femmes considérées puisse évoluer, il faut déjà que dès la scolarité, on ait une politique. Et donc, ça, pour le coup, je me permets de vous couper, c'est un point qui est assez transversal et qu'on retrouve tout au long de votre enquête. Le niveau d'études, le fait de savoir si on a, oui ou non, un diplôme, qu'il s'agisse de fécondité, de natalité, mais aussi de chômage, le nombre d'enfants qu'on a, ou même l'âge auquel on va quitter le foyer de ses parents. Le diplôme, encore une fois, le niveau d'études, ça a un rôle vraiment assez important. Mais ce que vous dites est très important et ça traduit l'ambition que nous avons. C'est que vous m'avez interrogé sur la famille, je vous réponds sur l'école. Ouais. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, on a d'un côté, dans une situation d'une personne donnée, des enjeux liés à ce qu'est ou ce que sont les instruments de la politique familiale dans le territoire considéré. Mais cette politique familiale dans le considéré, elle est aussi liée à travers les enfants de cette personne aux conditions d'éducation de ces personnes. Et donc, on a là quelque chose qui nous dit, sur cette situation qu'on regarde, sur les populations qu'on observe, il y a des enjeux liés à la politique familiale et des enjeux liés à la politique d'éducation. Par contre, diplôme ou pas diplôme, le modèle de la famille nombreuse, avec soit beaucoup d'enfants, soit le désir d'en avoir plus, ça, pour le coup, il reste important et dans toutes les catégories de la population guyanaise. Absolument. Alors, ça, c'est un élément concret, c'est que si je prends cette dimension que vous soulevez et que je la compare à celle de la Martinique, j'ai en Guyane, indépendamment de l'origine des populations, on a un rapport à l'enfant, un rapport à la famille, un rapport à la famille nombreuse qui est beaucoup plus important que ce que nous avons aujourd'hui aux Antilles, la réunion est d'une situation intermédiaire, mais ce que nous avions il y a quelques décennies aux Antilles. Donc il y a là quelque chose qui est intéressant à prendre en considération. D'abord, parce que on est dans des phases et des types de trajectoires des populations et des femmes en particulier de ces populations et des parcours sociaux de ces femmes dans ces populations qui sont différents. On est dans des volumes différents, mais aussi on est dans des potentialités différentes. Ouais. Et l'enjeu n'est pas de savoir, c'est d'abord de respecter le désir et la volonté des personnes considérées, mais d'accompagner ce désir et cette volonté d'une politique qui soit adaptée. Et pour qu'elle soit adaptée, il faut qu'on produise, nous, ces informations qui permettent aux institutions, la CAF par exemple, de mieux comprendre la politique familiale qui est décidée à Paris, comment se décline-t-elle d'un côté en Martinique, dans la spécificité martiniquaise, et comment se décline-t-elle en Guyane, dans la spécificité guyanaise. Comment est-ce qu'on explique d'ailleurs ce point-là? On va s'arrêter quelques minutes sur le désir d'enfant. Est-ce que vous avez déjà des pistes d'explication, on va dire, Claude Valentin-Marie, sur ces différences du coup entre la Guyane et les Antilles? Alors, sur les Antilles, premièrement, vous allez voir, et c'est là le point de l'articulation, c'est que pour les Antilles, on a ce qu'on appelle l'indice de fécondité, c'est le nombre moyen d'enfants par femme, c'est chaque femme. Donc c'est un indicateur de démographie. On a un indice de fécondité qui est beaucoup plus faible en Martinique. On fait un peu moins d'enfants, chaque femme fait un peu moins d'enfants ici qu'en Martinique qu'ici. Mais la deuxième chose, c'est que pour faire des enfants, il faut qu'il y ait des femmes pour faire des enfants. Et si l'émigration en Martinique est beaucoup plus importante que l'émigration, c'est-à-dire les départs qu'en Guyane, on a en Martinique, parmi les éléments qui jouent sur la baisse du nombre de naissances, et pas du taux de natalité, du nombre de naissances, le fait qu'une part importante des femmes, et des femmes en âge d'avoir des enfants, ont quitté la Martinique et ont éventuellement leurs enfants en métropole. Et là, on voit encore une fois finalement cette articulation entre tous ces domaines et toutes ces thématiques avec des conséquences qui sont nombreuses et complexes. Prenons un exemple très concret pour voir pourquoi nous avons fait cette articulation migration, famille et vieillissement. En fonction de la dynamique migratoire, on rentre ou on part. On a un volume potentiel de mères potentielles qui arrivent ou qui partent. Ce volume potentiel de mères qui arrivent ou qui partent donne un volume potentiel d'enfants à naître ici ou là-bas, mais c'est une conséquence très, très pratique.
c'est que plus on a d'émigration, et plus on a des migrations de jeunes, et plus on a des naissances à l'extérieur, moins les traditions de solidarité intergénérationnelle qu'on avait auparavant et dont on se glorifie beaucoup aux Antilles, et c'est tout à fait juste. Et je donne toujours cette expression parce que je suis martiniquais, il y avait un élément fondamental dans la mentalité martiniquaise, antillaise en général et guyanaise, je vais le dire en français, je ne mets pas ma mère à l'asile. C'est-à-dire qu'il y avait cette obligation de prendre en charge ses parents. Mais l'enquête nous permet de voir quelle est la part de la population âgée, et quelquefois âgée, et dans des conditions de santé difficiles, qui ont des enfants, mais qui n'ont plus aucun enfant avec eux dans le département considéré. Et quand je dis cela, j'ai croisé la naissance, j'ai croisé l'immigration, j'ai croisé le vieillissement, je croise avec ces trois éléments une chose importante, s'ils n'ont plus d'enfants auprès d'eux, qui prend en charge l'accompagnement du vieillissement. Et oui, donc on voit bien à quel point finalement un changement démographique peut avoir une incidence sur une pratique culturelle et un imaginaire finalement collectif d'une population et les politiques publiques. On l'a dit, la natalité, la fécondité, elle reste très élevée en Guyane et pourtant on apprend, je vous cite, que la transition démographique amorcée, là on parle bien de la Guyane, durant les années 2010, elle semble marquer le pas. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce point ? Alors, l'idée c'est qu'effectivement la transition démographique c'est ce passage qui fait qu'on passe de volume important d'enfants à un volume moindre d'enfants. C'est quelque chose qui est donc sur le chiffre moyen d'enfants par femme dont je vous parlais tout à l'heure. Il semblerait là qu'il y ait du côté de la Guyane un frein, mais qui probablement se rattache au désir d'enfant qui est beaucoup plus important. Oui. Un exemple très concret, on a la même question et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette question, je peux y répondre pour la Martinique, je peux y répondre pour la Réunion. Mais on s'aperçoit que de chacun de ces départements, le désir d'enfant, il reste important, mais il y a une densité de ce désir d'enfant qui est beaucoup plus marquée ici qu'il ne l'est là-bas. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et deuxième point, excusez-moi, juste un petit point, ce sont les grossesses précoces auxquelles il faut être très attentif. Parce qu'on a effectivement un taux de grossesse précoce ici en Guyane qui est beaucoup plus important qu'ailleurs, mais on a une conception de la famille qui est différente également. Donc il faut naviguer avec des pincettes sur tous ces enjeux. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais le temps est passé très vite. Merci beaucoup Claude Valentin-Marie d'avoir été avec nous ce matin. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle que cette enquête est libre, gratuite, elle est disponible sur Internet. Allez la regarder parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On aurait pu aussi parler des familles monoparentales, du rapport entre la santé et le vieillissement. On vous réinvitera pour faire le point sur le chapitre 2, on va dire, de cette enquête. Merci beaucoup, très bonne journée à vous, à bientôt.